Public Sénat et l'INA, en partenariat avec France Info et l'Obs, présentent l'info dans le rétro. Vive la France! Bonjour, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'info dans le rétro. Mon ambition, semaine après semaine, éclairer l'actualité avec l'histoire. Cette semaine, nous reviendrons sur la manifestation des buralistes vent debout contre l'introduction du paquet de cigarettes neutres, c'est-à-dire dénué de tout marketing, une volonté de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, qui voit enfin la solution pour détourner les Français et les plus jeunes du tabac. L'historien Éric Godeau, spécialiste de la cigarette, viendra nous éclairer sur ce plateau. Mais pour commencer, partons en banlieue. Il y a quelques jours, François Hollande était à la Courneuve pour y promouvoir l'emploi, et ce 10 ans après la mort de Ziad Ebouna et la révolte qui avait enflammé les banlieues, un sujet de nos confrères de France 2. À la Courneuve, François Hollande espérait renouer avec les quartiers populaires. Mais à son arrivée, ce sont surtout des sifflets qui ont retenti. Malgré cet accueil, le président prend le temps de serrer les mains de ses partisans, ne prêtant pas attention en apparence aux huées qui redoublent. Monsieur le Président de la République. À l'intérieur, François Hollande ne laisse rien paraître et s'en tient à son discours 10 ans après les émeutes urbaines. Nous voulions montrer que nous étions aujourd'hui dans une nouvelle phase. Une phase de construction, une phase d'apaisement, mais aussi une phase de volonté d'égalité. Mais aussitôt descendu de l'estrade, il tente de minimiser les tensions. J'ai entendu beaucoup d'applaudissements et quelques personnes qui venaient exprimer leur déception, mais il y a toujours des déceptions. Ce qu'il faut, c'est combattre ces déceptions. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un historien que je reçois sur le plateau de l'info dans le rétro, mais un grand témoin, Roland Castro, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte et vous avez été, on en parlait tout à l'heure, depuis environ 40 ans, intéressé par la question de l'architecture en banlieue. Juste, ça vous fait quoi de voir François Hollande huer en banlieue pour pourtant y promouvoir l'emploi? Ah, ça me fait... ça me fait partager le désespoir commun. Mais en plus, ça me confirme que cette question-là demande du temps. Et que on est vraiment pas au bout, et qu'on a mis beaucoup de temps à faire les choses. Ouais, et justement, pour mesurer un peu le chemin parcouru, et ça tombe bien dans une émission d'histoire, j'aimerais vous montrer juste une première archive. Elle date de décembre 1960, on l'a trouvée dans la mythique émission 5 colonnes à la une, et vous allez voir qu'à l'époque, on s'extasiait devant les grands ensembles. Dans quelques années, quand vous traverserez la banlieue parisienne, c'est en hélicoptère sans doute que vous irez, et partout vous survolerez des villes dans le genre de celle-ci. On les appelle les grands ensembles, on les appelle aussi les villes dortoirs. Elles doivent permettre aux familles de vivre loin de l'agitation et de l'air malsain des grandes cités. Elles existent dans le monde entier. Les urbanistes et les sociologues leur consacrent des volumes et des congrès. Vous avez peut-être reconnu la voix de Pierre Tchernia. Alors voilà, les cités, l'époque... Ça depuis que je suis étudiant, depuis qu'on était une bande d'étudiants d'ailleurs, ça nous rend fous. Ah voilà, c'est ça. Cette pensée-là. C'est la pensée la plus bête de l'histoire de la ville. Pourquoi est-elle bête? Parce qu'à l'époque, elle avait du sens. Il fallait loger les gens dans des conditions modernes. Non, d'accord. Ah non, arrêtons. On a logé les gens dans des cités-jardins magnifiques. Et en faisant ça très vite, dans les années 30, on a logé tous les gens, prenez la petite ceinture, prenez le tramway, regardez les HBM de la petite ceinture, les habitats bon marché. On a logé les gens très vite, c'est plutôt bien. Encore aujourd'hui, ils sont fiers d'habiter là. Là, c'est une pensée totalitaire, absurde, sur l'égalité absolue de chacun avec l'autre. C'est une pensée de la lumière, c'est une pensée super écolo de l'espace. Donc l'enfer est pavé de bonnes intentions. Au départ, on n'a pas voulu faire un mal. Non, c'est pire. On a affaire à la connerie humaine. Il y a les méchants. Les méchants, c'est simple. C'est relativement simple.
Mais les contes, c'est plus grave. C'est beaucoup plus grave, beaucoup plus difficile à déconstruire, beaucoup plus difficile à retravailler. Mais alors, qu'est-ce que vous reprochez précisément à ces grands ensembles, à part qu'ils soient faits par des gens stupides? Non, mais je ne reproche rien. Ça a rapproché soi-même. Hein. Il n'y a pas que moi qui a rapproché. L'histoire l'a montré, c'est vrai. L'histoire l'a montré, c'est bon. Il n'y a pas de rue, il n'y a pas de place. Et ce qui est frappant dans le commentaire, c'est qu'à l'époque, on trouve ça formidable d'être loin de l'agitation, alors qu'on sait que l'un des problèmes des cités d'aujourd'hui, c'est précisément leur déconnexion des villes-centres et l'éloignement, une forme de ghettoisation. On l'a vu notamment avec Clichy-sous-Bois. Non, c'est une pensée... c'est la même structure de pensée que les grands totalitarismes. Ça n'a pas produit... Ça a produit beaucoup de dépression et moins de morts. Mais c'est la même manière de penser un habitant idéal, avec qui va refuser de l'air, du soleil et de la lumière pour tous. C'est une pensée d'égalité totalement Et alors justement, absurde. Et avec votre complice Michel Cantal-Dupart, c'est à ce moment-là, dans les années 60, 70 plutôt, et à mon avis plutôt début même 80, que vous allez, devenus de jeunes architectes, devenir finalement à l'action. Vous allez agir pour essayer de lutter contre ces grands ensembles que vous détestez. Alors j'aimerais justement vous montrer une première archive, ça va vous rappeler peut-être des choses. On est en 1983, le 26 juillet, et c'est vous qui allez convaincre François Mitterrand de se rendre en cité, dans les banlieues, pour voir ce qu'il s'y passe vraiment. J'ai voulu voir de mes propres yeux comment les choses allaient là-bas. Je suis entré dans l'immeuble, dans les appartements. J'ai pu discuter avec les gens qui habitent là. Et je termine cette visite qui aura duré 3 heures par Saint-Denis, où nous sommes. Cela me permet d'une part de fixer mon esprit davantage sur ce qui me paraît nécessaire pour la réhabilitation des quartiers, aujourd'hui dépassés, entassés, peu utilisables pour l'habitation humaine. Au 4000 de la Courneuve, l'un des 22 quartiers retenus par la commission du Bedou, devenue la commission PES, sur lequel j'ai attiré l'attention du gouvernement et dont on va s'occuper par priorité pour réhabiliter des grands ensembles, les rendre plus habitables. Alors d'abord, le mot est lancé, réhabiliter, mais on est étonné, non, Roland Castro, par le fait que le président découvre, alors qu'il a fait une campagne électorale et même d'autres, il semble découvrir la réalité des banlieues. Ça a été quoi concrètement votre travail pour pousser le président de la République à aller en plein mois de juillet visiter des quartiers que manifestement il ne connaissait pas? Alors, je lui ai écrit, moi, je décide de faire banlieue 89 le lendemain du 10 mai 80. Alors, banlieue 89, c'est un projet. Ouais, projet, une association avec. Le nom révolutionnaire volontairement, j'imagine 89 89, oui. Ouais, c'est ça, c'est 1789, c'est Oui, pas 1989, d'accord. Oui. Okay. Donc Et il faut révolutionner la banlieue. Oui, il faut transformer les banlieues. J'ai fait un poème le 11 mai 80. Là-dessus, on s'est mis au boulot. J'ai rassemblé des copains, on n'avait pas un rond. On a dit, il faut transformer les banlieues. J'ai écrit 6 fois au président de la République. La 6e fois, ma lettre est arrivée. Et sur la pile, je soupçonne Védrine d'avoir aidé à mettre la lettre sur la pile. Et je suis reçu par le président. Et donc on est quelques jours avant cette visite. Quelques jours avant cette visite. Et alors là, c'est amusant parce que ça se joue en 4 actes. Premier acte, il me dit tout ce que je lui ai écrit. Il me dit il faudrait faire ça, ça va pas du tout. Tout ça. Bon, et il marque un point. Deuxième acte, il me fait un numéro. Il y a un truc qui va pas entre nous, c'est mes 68. Et je lui dis là-dessus, je crains fort que vous ne soyez du côté Régis Debray, dans la haine. Un autre sujet. Voilà. Et puis, troisième coup, je marque un point. Il me dit j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, je vous invite à déjeuner. Je lui dis non. Je vous remercie, mais comme vous n'avez pas beaucoup de temps, je préfère vous emmener sur place. Ouais. Et il marque le dernier point sur le pas de la porte, parce qu'il me fait un numéro, c'est là que je comprends, c'est un génie de l'autre. Il comprend, il m'a piffé. Le Florentin. Il m'a piffé complètement, et il me dit, vous et moi, on sait que le pouvoir, c'est rien.
Mais comme on l'a, on va l'exercer. Hein. Et vous l'avez exercé avec lui, parce que à peine de retour de cette visite qu'on vient de voir dans le reportage, ça y est, la commission est lancée, banlieue 89 devient voilà, au cœur de la machine étatique. Oui. Et qu'est-ce qui se passe alors là? Alors, on devient même chargé. Enfin, ça prend 2-3 mois avant que tous les énarques affolés n'arrivent pas à empêcher qu'on soit nommé avec Cantal à Matignon. Et on a deux... On est à Matignon, on est chargé de mission, on est extrêmement copains avec les gendarmes, c'est tout. On est évidemment détesté par la vulgate moyenne. Et ce qui est frappant, c'est que ça va extrêmement vite. Regardez, on est en février 1984 et il y a déjà la première exposition, vous allez reconnaître, un tout jeune présentateur qui s'appelait Rachid Arabe. Les autres titres de l'actualité, François Mitterrand a inauguré cet après-midi l'exposition Banlieue 89, une exposition qui se tient au ministère de l'Urbanisme et du Logement. Elle regroupe les 70 projets d'aménagement proposés pour la plupart par des villes de la banlieue parisienne, des villes dont les maires ont ainsi pu rencontrer le président de la République, François Mitterrand, qui a défini les objectifs de la mission Banlieue 89 dirigée par Roland Castro et Michel Cantal-Dupart. Parmi les projets que vous voyez sur ces images, celui de Champigny, de Bouffemont et d'Épinay-sur-Seine. Nous allons en reparler dans un instant, si je réapparais à l'écran. S'il réapparaît à l'écran, alors nous on réapparaît. On vous a reconnu avec votre écharpe bleue. Il y a eu énormément d'expositions, énormément de projets. Est-ce qu'on peut faire un bilan rapide, ne serait-ce que d'un point de vue des projets réalisés de Banlieue 89? Parce que ça a quand même bouleversé la vie des gens. Il y a surtout des grandes choses qu'on sépare. On a vachement aidé à ce que le premier tram Saint-Denis-Bobigny se fasse. On a enterré le TGV Sud-Est. On a sauvé Châtenay-Malabry des déchirures terribles. On a fait des grandes choses d'infrastructure. Il y a eu plein de projets partout. 200 à peu près, hein. 200 projets 250. Réalisés, je crois, 250. Et il m'arrive qu'on soit invité pour des inaugurations. Aujourd'hui, c'est des projets de longue durée. Ce sont des projets urbains compliqués. Et vous avez commencé l'émission en disant c'est très long tout ça. Et justement, notre partenaire l'Obs nous envoie des unes historiques. Et le Nouvel Observateur, à l'époque, en 1995, donc c'est il y a 20 ans, et c'est il y a quelques années, on est au cœur de votre projet, voilà, titré « Les cités où la police ne va plus ». Comme quoi, c'est quand même long à ce que les choses se décantent et d'améliorer véritablement la situation. Ben, je veux dire... Est-ce que c'est pas un peu labouré dans la mer, tout ça? Non, c'est surtout que ça n'a jamais été mis comme une priorité nationale, votée comme une loi de programmation militaire, donc dépassant les alternances. Ça n'a jamais été pris comme une grande cause nationale. Ça a surtout... est un objet de manipulation. C'est-à-dire que cette longue durée qui ne peut marcher que s'il y a une vraie unanimité de l'ensemble des acteurs politiques, avec le désir de faire dans la durée. Au fond, le seul qui a réussi à faire un peu quelque chose, c'est Borloo après. Parce qu'il a pris une grande échelle. Et il y a des choses qui ont été faites. Nous aussi, d'ailleurs, beaucoup. Mais, donc vous pensez aujourd'hui encore 40 ans après... mais il y a eu un autre objet qui est arrivé. Il y a deux choses qui sont arrivées. Il y a le Front National qui prospérait sur le fait qu'il y avait le problème dit des banlieues. Le mal-vivre dans les banlieues. Voilà. Et je me souviens très bien que je vais dans le bureau de Mitterrand et je lui dis triomphalement, quand il y a un vote Le Pen moyen de 15%, nous, on arrive à 11% moyen dans les villes dans lesquelles il y a des projets pour les 89. Il me dit formidable. Et je mets une dizaine d'années à comprendre que ça l'arrangeait peut-être pas. Cette question-là, elle est sérieuse. Je vous remercie. Ouais, bien sûr, elle est essentielle et on va beaucoup en parler dans quelques semaines avec les élections régionales. Merci beaucoup, Roland Castro. Je rappelle que vous êtes architecte et que vous êtes encore au cœur de l'activité puisque vous travaillez sur le Grand Paris. Dans votre cabinet d'architecte, et notamment autour d'un projet qui ne fait pas l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire, qui est une sorte de Central Park à la française. On en reparlera, on n'a pas trop le temps aujourd'hui d'en parler, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été mon invité. Il y a quelques jours, les buralistes manifestaient contre le paquet de cigarettes neutres, cheval de Troie de la ministre Marisol Touraine, un sujet de nos confrères de France 3. Les buralistes ont de l'imagination. Pour protester contre les paquets neutres, ils se déguisent pour mieux expliquer leurs craintes et leur colère. Je vais vous montrer ce que ça donne un buraliste neutre. Et après, vous aurez l'occasion de voir ce que ça donne un rayonnage de paquets neutres. Voilà un buraliste neutre.
Une loi qui enflamme les esprits, car pour eux, la réglementation française sera plus stricte qu'ailleurs. Voilà ce que veut nous imposer le ministre de la Santé. Alors que l'Union européenne s'est mise d'accord pour avoir un paquet recouvert à 65%. Elle veut nous imposer un paquet comme ça. Ça sera le musée des horreurs. Ils exposent ces futurs linéaires montrant les photos de maladies liées au tabac. Dans le sud-ouest, comme dans d'autres régions frontalières, on craint la concurrence directe et l'augmentation des trafics. Éric Godeau, bonjour. Bonjour. Vous m'avez rejoint, vous êtes historien, professeur en classe préparatoire au lycée Hélène Boucher, spécialiste de l'histoire du tabac et de la cigarette, auquel vous avez consacré votre thèse. Alors cette fixation sur le paquet de cigarettes neutres ne doit quand même pas nous faire perdre de vue que, vous le montrez dans votre thèse et dans vos livres ensuite, que le tabac et la cigarette ont pu s'imposer, mais hors du marketing. Et oui, le tabac a été introduit en France à la fin du XVIe siècle. Et du XVIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle, le tabac n'était pas vendu en paquet. Le tabac était débité, d'où les débitants, débit de tabac. Il était débité, vous alliez chez votre débitant qui soit vous vendait de la poudre avec sa petite balance, et que vous emportiez dans un sachet ou dans une tabatière, soit il vous coupait, il débitait des rôles ou des carottes, d'où la carotte qui est devenue en 1906 l'emblème des débitants de tabac, c'est-à-dire des feuilles de tabac qui étaient séchées et tressées ensemble. Et vous repartiez avec le paquet sous le bras. Il n'était pas question d'avoir un paquet de cigarettes, enfin un paquet de tabac à l'époque. La cigarette, c'est les années 1840, sa naissance. Et vraiment, la vente sous marque et la vente sous paquet s'imposent en même temps que la cigarette va s'imposer comme le mode de consommation universel, c'est-à-dire au XXe siècle. Mais donc, votre remarque est tout à fait pertinente. Du XVIe au XXe siècle, il n'y a pas eu de paquet de tabac. Ça n'a pas empêché la consommation de tabac d'augmenter très fortement en France. En revanche, ça va accompagner l'essor, le triomphe même de la cigarette. Alors j'aimerais justement vous montrer une archive de 1963, quand la CITA va lancer la Fontenoy. Et vous allez voir qu'à l'époque, on insiste énormément sur le packaging. Sachez que la nouvelle-née mesure 8 cm et qu'elle est faite de 10 espèces différentes de tabac brun qui provient exclusivement des plantations métropolitaines. Elle est donc bien de chez nous et comme telle élégante de naissance, légèrement plus élancée que ses sœurs aînées gauloises et gitanes et somptueusement habillée. Elle porte un nom de bataille, Fontenoy, et elle le porte bien. On voit le soin apporté au nom, à la marque, au packaging aussi. Ça apparaît dans les années 50 ou c'est même un petit peu plus tôt? Un petit peu avant. Dès les années 20-30, on a des paquets de tabac qui sont colorés. Et à chaque couleur correspond, non pas une marque, mais une qualité de tabac. Les paquets roses correspondaient à un goût qui était celui qu'on appelait caporal supérieur. Les paquets violets, de couleur violette, correspondaient au goût levant. C'était des tabacs d'Orient. Et il y avait le fameux paquet bleu, parmi tous ces tabacs, il y avait une couleur bleue qui correspondait au goût le plus répandu, car il avait le plus de succès, le fameux goût caporal. Et donc fumer du bleu était une expression du langage courant. En fait, on fumait une certaine qualité de tabac. Et le bleu va devenir les couleurs de Gauloise. Gauloise est née en 1910, la même année que Gitane. Donc ça, c'est l'entre-deux-guerres à peu près? Oui, c'est dans l'entre-deux-guerres que véritablement les paquets apparaissent et la vente sous marque se développe. Et évidemment, l'âge d'or de la vente sous marque, et cet extrait nous le rappelle, ce sont les 30 Glorieuses, durant lesquelles la consommation de cigarettes explose en France, et la cigarette devient un mode de consommation universel. Et à ce moment-là, le paquet devient support de marketing véritablement. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la série Mad Men, mais aux États-Unis, dans les années 50, il y a aussi vraiment tout un univers publicitaire qui se développe autour de la cigarette. Alors, contrairement à ce qu'on a vu dans ce reportage, c'était en fait un sujet de journal télévisé. Parce que vous m'avez expliqué, hors antenne, qu'il n'y a jamais eu de publicité pour le tabac à la télévision. Il y avait des publicités pour le tabac dans les stades, à la radio. Il y avait évidemment des affiches, beaucoup d'affiches des années 30 aux années 70, mais jamais de publicité à la télévision. Néanmoins, ce type de reportage, évidemment, est une sorte de publicité déguisée. Je fais remarquer que la Fontenoy s'inscrit vraiment dans une tradition française. Effectivement, Fontenoy, 1755, c'est une des grandes batailles de la guerre de succession d'Autriche. Goût français, sur les affiches, il y a un petit drapeau bleu, blanc, rouge. Il y a un blason qui apparaît sur le paquet de cigarettes. On est vraiment, c'est du tabac brun également, très français. Donc on est vraiment dans cette tradition du tabac français, inaugurée avec Gauloise et Gitane, et qui se poursuit à ce moment-là. Alors, s'il n'y a pas de publicité, parfois on est quand même étonné dans les archives. J'ai retrouvé une archive de 1967, juste avant les Jeux Olympiques de 1968. Et vous allez découvrir, la CITA avait des idées extraordinaires pour vendre ses cigarettes, même accolées à un événement sportif. Voici Grenoble et Isère, les deux nouvelles marques de cigarettes françaises lancées par la Régie des tabacs à l'occasion des Jeux.
Ces cigarettes dans le Vendée-Cîme ont été présentées hier dans la capitale olympique lors d'une réception offerte par la régie aux personnalités de la ville. Grenoble et Isère, la blonde et la brune, ont fait de brillants débuts dans le monde. Bon, alors la musique n'est pas hyper festive. Oui. Et là encore, on est sur un journal télévisé, mais on sent qu'il y a quand même de la communication derrière avec la CITA, entreprise publique. Ce qui pourrait paraître aujourd'hui, et ce qui est aujourd'hui une contradiction, à savoir le mariage entre sport et tabac, n'est pas du tout une contradiction à l'époque. Sachez qu'en 1949, le CITA, c'est pas là, mais le CITA à l'époque, est partenaire du Tour de France. Et on arrose le long des routes du Tour de France. Les spectateurs et les badauds venus applaudir leur champion reçoivent des cigarettes Celtic par poignée. Donc, il n'y a pas incompatibilité pendant très longtemps entre sport et tabac. Le tabac est paré de vertus qui sont l'énergie, la vitalité, la convivialité. Pourtant, on savait déjà qu'il y avait des problèmes de santé. Oui, dès le milieu des années 50, on le sait, mais finalement, il a fallu une génération. Entre le moment où il y a eu des études médicales très sérieuses qui ont prouvé par A plus B que le tabac était cancérigène, c'est le milieu des années 50, et le moment où véritablement les populations se sont emparées de cette affaire avec la loi Veil en 1976 notamment. Oui, alors cette loi, on peut peut-être en dire deux mots. Elle interdit la publicité, essentiellement ? Alors, c'est une loi qui n'avait pas pour but de stigmatiser les fumeurs, mais qui mettait le paquet, si je puis dire, sur la prévention. C'est une loi de prévention. Apparaissent sur les paquets les premiers avertissements sanitaires. Voilà. Et ce n'est pas le tabac, ce n'est pas à l'époque le tabac tue ou le tabac est dangereux pour la santé, c'est l'abus de tabac est dangereux pour la santé. Comme l'alcool aujourd'hui. Tout à fait. Ouais, donc il y a 40 ans de retard pour l'alcool par rapport au tabac. Oui, mais le lobby des alcooliers est bien plus puissant que le lobby des cigarettiers. Ça, Et donc ça ouvre une période intéressante parce que 76, donc on stigmatise l'abus, et puis 91. Évidemment, la loi Evin, alors là, c'est quand même une révolution dans la prévention, dans l'interdiction, en tout cas dans la volonté de ne surtout pas promouvoir une cigarette qui serait parée des vertus que vous évoquiez tout à l'heure, celles de virilité, d'énergie, etc., des vertus positives. Tout à fait. Pourquoi une seconde loi déjà? Parce que la loi Veil n'a pas été appliquée par les fabricants. Le fabricant national, la CITA, les fabricants étrangers sur le marché français ont allègrement contourné cette loi. Comment? En faisant de la publicité dite indirecte pour leurs produits. On vous vend des allumettes gauloises. On fait la publicité pour les allumettes gauloises. Donc ça n'est pas pour les cigarettes, mais vous voyez comment par glissement assez simple, on continue à faire de la publicité. La loi Evin, très très dure à l'époque, c'est l'arsenal législatif le plus dur en Europe à l'époque, dont se dote la France, a pris fait et cause pour la santé, et il a bien fait, et partant du principe selon lequel la loi Evin était mal appliquée, il a renforcé terriblement cette loi. Désormais, toute forme de publicité directe ou indirecte est interdite, et la taille des avertissements sanitaires sur les paquets ne cessent de grossir. Mais pourtant, ça a été compliqué parce qu'en janvier 1991, la loi est promulguée et un mois plus tard, vous allez voir ce que Bruno Mazur annonce aux Français à la télévision. La CITA et la marque de vêtements Chevignon ont décidé de commercialiser ensemble une nouvelle marque de cigarettes, plus spécialement destinée aux jeunes. Décision qui a provoqué la colère des ministres chargés de la Santé, Claude Évin et Bruno Durieux, qui viennent tout juste de faire voter par le Parlement une loi renforçant précisément la lutte contre le tabagisme, notamment chez les jeunes. Le ministre de la Santé estime que cet accord constitue un détournement de l'esprit de la loi et il a demandé à ses juristes de se pencher sur le problème. Le point de la polémique avec Jean-Yves Perrin. À peine lancée, la petite dernière de la CITA a déjà trouvé son public. Ça marche très fort depuis ce matin que nous avons été livrés. Tous les jeunes se procurent cette cigarette pour voir ce que c'est. Alors quel type de clientèle? Bien sûr, tous les lycéens qui sont juste à côté. Même pour un non-fumeur, l'objet du délit est attirant. Plus qu'une cigarette, c'est un mode de vie. Chevignon, c'est la marque de vêtements branchés. C'est ubuesque. Il y a un mois, en janvier, la loi Evin, un mois plus tard, la CITA, entreprise publique, va sortir une cigarette avec une marque de vêtements pour les jeunes, alors que la loi Evin interdit l'achat pour les moins de 18 ans de cigarettes. Donc on se demande où on est. Et ça veut dire quoi, cette histoire ? Cette histoire-là, c'était envisagé dès 1987. L'idée que pour lancer une nouvelle marque, c'était très compliqué car le marché était saturé. Et donc, l'idée est venue à la CITA de capitaliser une marque qui existait déjà. Ils se sont portés sur Chevignon. La cigarette était prête. Ils ont attendu pour la sortir que la loi Evin soit promulguée. Et leur cigarette n'entre absolument pas en contradiction avec la loi Evin. Elle a été retirée tout de même. Parce que, évidemment, elle était contraire à l'esprit de la loi Evin, mais elle n'était pas contraire à la loi. Au ministre du Budget qui voyait des taxes potentielles entrées. Bien sûr, depuis Richelieu, Colbert et tous les ministres des Finances successifs ont bien compris que le tabac est une manne qui rapporte énormément à l'État. Et Michel Charasse, ministre du Budget à l'époque, défend les cigarettes Chevignon, car il est sénateur du Puy-de-Dôme, et dans le Puy-de-Dôme, il y a une fabrique de tabac à Rion qui fabrique les dites Chevignon.
Eh bien, nous verrons ce qui va se passer avec le paquet de cigarettes neutres qui peut-être marquera la victoire du ministre de la Santé contre d'autres qui auraient d'autres enjeux. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Rigaudot, je cite un livre qui est absolument dans notre thème du jour, Un monde parti en fumée, les images du tabac en France au XXe siècle. C'est chez CNRS Éditions. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, comme chaque semaine, pour terminer, un peu de lecture pour le week-end et pour les jours d'après. Sorti il y a peu de temps, sous la direction de Jean Lopez et d'Olivier Vivorca, Les mythes de la Seconde Guerre mondiale aux éditions Perrin. Un livre intelligent et salutaire qui démonte quelques grandes idées reçues sur la Seconde Guerre mondiale. Les historiens adore ça, démonter les idées reçues. Sur la France notamment, vous y lirez des pages précieuses de Jean-François Murassiol qui remet en cause l'idée que les Français ont joué un rôle essentiel dans la libération de leur propre territoire, ou encore un autre article de Maurice Weiss qui s'intéresse à l'effondrement militaire de la France de 1940 qui, selon lui, n'était absolument pas écrit d'avance. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce nouveau numéro de l'Info dans le rétro. Quant à moi, je vous retrouve du lundi au vendredi à 8h53 sur France Info dans une chronique qui s'appelle Histoire d'info. Allez, à bientôt. Vive la France! Public Sénat et l'INA, en partenariat avec France Info et l'Obs, vous ont présenté l'Info dans le rétro.